Aujourd'hui, on contrôle notre charge fictive électronique par l'entremise du port-série. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans ma vidéo précédente, numéro 5, du projet de charge fictive en courant continu, on a fait un essai dynamique de la charge fictive par l'entremise de la boucle de contrôle du PIC pour stabiliser le courant de décharge. Tous les paramètres étaient fixes, cependant. Maintenant, il est temps d'établir la communication avec notre microcontrôleur pour pouvoir en prendre le contrôle. Ça nous permettra de changer des paramètres, comme par exemple le courant de décharge, ou même de détecter la fin du cycle de décharge. Le UART est le périphérique sur lequel on va travailler. Au niveau de l'ordinateur, on utilisera un simple logiciel de terminal de communication pour débuter. On regarde donc le UART plus en détail. Le UART, ou si vous préférez le USART, c'est le périphérique qui permet d'émettre et de recevoir les caractères sur le port série. Alors, ce que ça veut dire, c'est Universal Asynchronous Receiver Transmitter, donc émetteur-récepteur asynchrone universel. Eux l'appellent USART parce qu'il peut faire aussi une transmission et réception synchrone et pas seulement asynchrone. Alors, mais nous, dans ma présentation, je réfère beaucoup au UART. Alors, c'est la même chose dans le cas présent. On utilise le mode asynchrone. Alors, c'est un périphérique qui est semi-autonome. Par cela, je veux dire qu'il émet et reçoit un caractère tout seul, mais il ne fait qu'un caractère à la fois. Il faut donc le gérer en lui fournissant le caractère suivant au fur et à mesure. Donc, c'est semi-autonome, si on peut dire. Maintenant, la vitesse d'émission-réception, on réfère souvent à 1200 baud, 2400 baud et ainsi de suite, 9600 baud. Tout ça, c'est dérivé de l'oscillateur interne. Donc, c'est cadencé par l'oscillateur interne et on peut obtenir notre taux d'émission-réception en bits par seconde, soit en faisant un calcul, la formule est fournie dans la feuille descriptive du microcontrôleur, ou soit en référant à une table de valeurs pour des fréquences d'oscillation courantes. Celle-ci aussi fournie dans la feuille descriptive du microcontrôleur. Alors, comme mentionné précédemment, le UART ne gère qu'un seul caractère émis-reçu à la fois. Par contre, il nous avise lorsqu'il a terminé de recevoir ou d'émettre le caractère. C'est donc clair que lorsqu'on reçoit plusieurs caractères à la fois, ou même qu'on en émet plusieurs, on aura besoin d'une mémoire tampon de plusieurs cases consécutives pour aussi longue que nécessaire, donc la mémoire RAM, pour stocker notre chaîne à émettre ou notre chaîne de caractères reçus. Le UART supporte tous les modes standards, 7 bits, 8 bits ou 9 bits, supporte la parité aussi, on ne le prendra pas. Nous, on va choisir 8 bits en passant. Et aussi pour les stop bits, on peut mettre un 2 stop bits plutôt qu'un, mais on va rester à 1 stop bit. Alors, tous les modes variés sont supportés par le UART du PIC microcontrôleur. Et on va définitivement utiliser une routine d'interruption au niveau de la réception. Pourquoi? Parce que lorsque on reçoit un caractère, c'est bien beau de le capturer, mais si on passe trop de temps à faire autre chose comme entre autres mettre à jour le cycle de service, on sait qu'on a une pause de 10 millisecondes. Si on prend trop de temps, on va manquer des caractères qui rentrent sur le port série. Alors la seule façon de le gérer adéquatement, c'est d'avoir une routine d'interruption qui, lorsqu'un caractère est reçu, je vous ai mentionné que le micro, donc le UART, nous avise lorsqu'il a terminé de recevoir ce caractère. Il le fait par une interruption et on ira rouler un petit code, la routine d'interruption, pour capturer ce caractère avant qu'un autre vienne écraser ce caractère. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner au niveau de la réception. Au niveau de l'émission, c'est plus facile puisque dans le microcontrôleur, on a le contrôle complet. On n'a qu'à se demander si on peut se permettre d'attendre un peu pour envoyer toute une chaîne de caractères plutôt que d'utiliser une routine d'interruption. Parce qu'on pourrait aussi utiliser une routine d'interruption, mais vous allez voir plus tard dans le code, ça ne sera pas nécessaire.
Alors regardons les différentes commandes qu'on va envoyer au microcontrôleur à partir du PC et la réponse du microcontrôleur vers le PC. Alors le format des commandes sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on aura un caractère d'une lettre majuscule de A à Z suivi de 4 chiffres pour donner un nombre. Évidemment, on aura de 0 à 1023. Vous deviniez que 4 chiffres seraient nécessaires. Et finalement, on terminera avec le caractère ASCII 10, en anglais ce qu'on appelle le line feed, donc saut de ligne. Alors, ça, c'est la syntaxe qu'on utilisera pour toutes les commandes à envoyer, même s'il n'y a pas de valeur numérique. On mettra n'importe quoi dans la valeur numérique, par exemple 0, 0, 0, 0. Ça n'a pas d'importance. Alors, par exemple, pour démarrer un cycle de décharge, on enverra G, go, G, avec n'importe quoi, 0, 0, 0, 0 par exemple. C'est le G qui compte ici dans cette commande. Pour l'arrêt, ce sera S, stop, XXXX. Alors évidemment, je ne vous l'ai pas mentionné, on peut l'envoyer par terminal ASCII, mais en réalité, ce sera notre programme sur le PC, le programme Python, qui va s'occuper de faire ce transfert de commandes. Ça ne sera pas vraiment tapé à la main sur le projet final. Mais on peut le faire, on va le faire tantôt. On peut le faire sur un terminal. Alors, la commande suivante, c'est le courant cible. Lorsqu'on veut, avant de démarrer un test, il faudra fournir quel courant cible de décharge qu'on veut faire. Ce sera donc C majuscule pour courant, suivi de 4 chiffres. Et ces chiffres-là seront le courant cible. Toujours terminé par saut de ligne, évidemment, ASCII 10. Un autre, tension d'arrêt, A, D, 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 donc 4 chiffres, encore une fois. Et la dernière commande nécessaire, c'est la demande d'état, c'est-à-dire que le système va nous fournir la liste de toutes les valeurs d'importance pour nous permettre de faire les calculs, c'est-à-dire tension de la batterie, tension du MOSFET, courant cible, y a-t-il une alarme, est-ce qu'il y a un cycle d'actif ou pas, et ainsi de suite. Donc ça, ce sera une seule chaîne de caractères qui sera répondue, on la voit ici. Alors ça, c'est la commande pour demander l'état du système. Le PIC va nous répondre tout de suite après, lorsqu'il reçoit cette commande-là, avec la chaîne de caractères suivante, E pour état, mais je l'ai mise en minuscule pour que ce soit facile à différencier entre ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit. Donc E, si le système est actif, ce sera un 1, sinon ce sera un 0. S'il y a une alarme, ce sera un 1, sinon ce sera un 0. Tout ça, tous ces paramètres sont séparés d'une virgule. Le courant de la batterie, 4 chiffres. Le courant, la tension de la batterie, pardon, 4 chiffres. Le cycle de service courant, celui qui est présentement en action, 4 chiffres. Et le courant cible. Ce n'est pas absolument requis le courant cible, mais ce serait bien, c'est bien pour pouvoir vérifier, plutôt que d'écrire un nouveau courant cible, c'est bien de pouvoir vérifier à quoi il est présentement. Bon, c'est optionnel, mais ça ne coûte pas grand-chose de le rajouter. Peut-être qu'on voudra rajouter autre chose plus tard aussi, mais pour l'instant, je crois que ça couvre à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir pour contrôler notre charge fictive à partir du PC. Alors voilà, ça c'est les commandes. Au niveau du diagramme de flux de notre code source, on a maintenant 2 branches importantes. On a la branche main, qui est notre code principal qui roule. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, sauf qu'on a rajouté la partie pour traiter les commandes du port série reçu. Et on a la branche d'interruption aussi, qui, elle, s'occupe de recevoir les caractères, un à la fois. On regarde ça tantôt, on commence ici. Les premières parties sont exactement les mêmes qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on initialise notre modulateur d'impulsion et notre convertisseur analogique numérique. On mesure les tensions VBAT et VMOSFET. On ajuste notre cycle de service pour compenser pour le courant. Par la suite, c'est ici qu'on teste si on a reçu une nouvelle commande. Si oui, on va exécuter des choses additionnelles. Sinon, on retourne à notre boucle ici pour toujours ajuster notre cycle de service. Bon, si on a reçu une commande, on va récupérer la valeur numérique de cette commande-là. Comme vous avez vu précédemment, on parle ici des 4 chiffres D, 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 D.
on va convertir ces caractères-là en une vraie valeur numérique qu'on va sauver dans une variable. On va ensuite décoder la lettre de la commande. Est-ce que c'était C? Est-ce que c'était G? Est-ce que c'était S? Alors, en fonction de ce décodage-là, on va prendre action, dépendamment de quelle commande on a reçue, avec aussi la valeur numérique. Donc, on va venir sauvegarder la nouvelle valeur numérique dans certaines variables. Et on sort, et on recommence à vérifier et ajuster notre cycle de service jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle commande qui rentre. Bon, ça, c'est la partie main. Maintenant, la partie interruption, elle s'occupe uniquement de traiter les caractères reçus sur le port série. On a besoin d'une interruption, comme expliqué précédemment, parce qu'il y a urgence de capturer le caractère reçu un à un avant que le suivant vienne écraser le précédent. Donc, on rentre dans la routine d'interruption lorsque le UART reçoit un caractère. On rentre automatiquement. On vérifie si effectivement l'interruption a été causée par le UART au niveau de la réception d'un caractère. Sinon, on sort. Si oui, on sauvegarde ce caractère dans une mémoire tampon. Bon, est-ce que ce caractère-là est un saut de ligne, line feed ou ASCII 10? Si ce n'est pas le cas, on incrémente l'index du tampon, donc pour sauvegarder la prochaine fois le caractère suivant, et on sort de notre boucle. Si c'était le saut de ligne, à ce moment-là, on lève l'indicateur qu'on a reçu une commande de réception. On le met à vrai. Et ensuite, on réinitialise notre index de réception pour le tampon à 0. Donc, on sera prêt à recevoir une prochaine commande du départ à ce moment-là dans la mémoire tampon. Et on sort. Alors, ça, c'est très simplifié. Vous allez voir, il y a quelques petites conditions additionnelles que je vérifie, mais disons ça, c'est l'essentiel de la routine d'interruption. Dans le code source, on augmente le code de quand même une bonne quantité aujourd'hui pour tout ce qui touche le port user, donc le port série. Alors, l'introduction ou l'entête du code source est à peu près la même qu'il y avait depuis le début du projet. À quelques petites variations près, j'ai rajouté plusieurs variables pour gérer le port série. Alors, on les voit ici. Il y a certaines variables même qui sont binaires, donc faux ou vrai, donc deux valeurs possibles. Alors, j'ai créé une mémoire tampon pour mettre une chaîne de caractères pour émettre et une mémoire tampon pour recevoir les caractères qu'on traite par la suite. Et un index qui permet de positionner la lecture de la mémoire tampon. Alors voilà, par la suite des petits compteurs, des choses comme ça, une mémoire tampon temporaire. Alors, le gros de la routine se divise en deux. Il y a d'abord la routine d'interruption, et je vous la montre tout de suite. Cette routine est invoquée à chaque fois qu'un caractère est reçu au niveau du USART, donc reçu dans la mémoire tampon. Il y a un seul caractère à la fois qui est reçu et une interruption est générée. Il faut donc prendre ce caractère et le copier dans une mémoire plus permanente pour ne pas le perdre. C'est pour ça qu'on met ça dans une routine d'interruption. Sinon, on risque d'échapper certains caractères si le PIC microcontrôleur est en train de faire autre chose qui prend un certain temps. Alors, la routine est invoquée. On vérifie si l'interruption a été générée par la réception d'un caractère au niveau du USART. En passant, c'est une routine de basse priorité. Il n'y a pas de routine de haute priorité présentement, donc c'est comme si c'était une routine de haute priorité. Bon, une fois que ceci a été vérifié, que c'est bel et bien une interruption causée par ou générée par la réception d'un caractère, on bloque des interruptions subséquentes, le temps de traiter ce caractère-là. On lit le caractère, ici, et on transfère ça dans une case de la mémoire tampon. Et on vérifie si ce caractère est le line feed, donc la fin de notre ligne de la commande. Si oui, on vérifie si ce caractère de fin de ligne est positionné
à la fin de la commande et non pas n'importe où dans la commande. Si oui, on va copier la commande qui est présentement dans la mémoire tampon dans une autre chaîne de caractères qui va être permanente, celle-ci, qu'on pourra par la suite décoder comme il faut, qu'on appelle commande RX, qu'on va faire dans la boucle main. Et on avise par cet indicateur, commande RX prête, on avise le code un peu plus loin qu'il y a une commande de prête à être traitée dans le registre ou la série de registres commande RX. Et on initialise notre index pour la prochaine commande, pour se positionner au début de la mémoire tampon. Bon, si ce n'est pas le caractère line feed, donc à ASCII 10, ça veut dire que la commande n'est pas valide. Si on n'a pas reçu à la position à la fin le caractère de contrôle à ASCII 10, la commande n'est pas valide et on remet donc l'index à 0, comme si on n'avait jamais reçu de commande. Et finalement, la dernière condition à vérifier, si ce n'est pas ni l'une ni l'autre, on ne fait qu'incrémenter le compteur. Ça veut dire qu'on a reçu un caractère valide, mais on n'est pas à la fin de la commande. Donc, on l'a sauvegardé, ce caractère, et on incrémente notre index pour être prêt pour le caractère suivant. On efface l'indicateur d'interruption, qui est celui qui nous a amené dans cette boucle, et on permet à nouveau les interruptions venant du port série. Alors ça, c'est la boucle d'interruption pour capturer les caractères reçus dans le PIC. Alors maintenant, dans la boucle main, il y a aussi une augmentation. Il y a création, initialisation de certaines variables. Ici, c'est les broches pour être certaines qu'ils sont assignés au UseArt. Donc, RB1 et RB4 sont 4 broches. On les met en entrée. Le UseArt va s'occuper de mettre celle-ci en sortie lorsqu'il est initialisé. On fait la même initialisation qu'on faisait dans la vidéo précédente. Ici, on configure certains bits de certains registres importants pour gérer les interruptions. Et donc, assigner par exemple la basse priorité à l'interruption de la réception de caractères sur le UseArt. On efface l'indicateur d'interruption. On permet l'interruption venant de UseArt, justement. On permet toutes les interruptions. Donc, on allume. Bien sûr, tout ça, c'est masqué par les interruptions individuelles. Dans ce cas-ci, on a seulement permis les interruptions venant du UseArt. On travaille sur l'ADC de la même façon qu'on faisait avant. Donc, rien n'est changé de ce côté. Le convertisseur analogique numérique est initialisé de la même façon. Même chose pour le générateur de modulateur d'impulsion. Même chose. On tombe dans notre boucle principale. Même début, c'est-à-dire qu'on assigne une nouvelle valeur au cycle de service. On attend un peu pour que le tout se stabilise. On fait nos lectures d'ADC sur la batterie et le MOSFET. Et voici, on commence notre boucle de mesure, ici, et de calcul. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie d'abord que le système a présentement un cycle de décharge qui est actif, avec cette variable-ci, c'est une nouvelle variable. Si ça, c'est vrai, on fait des calculs. Sinon, on sort. On ne passe pas dans la boucle de mise à jour du cycle de service. Alors, c'est une petite condition additionnelle que j'ai rajoutée. Sinon, c'est la même boucle qu'il y avait avant, sauf si on atteint 1023 donc on est à la limite et qu'on ne peut pas aller plus loin, même s'il y a une demande pour augmenter le cycle de service. À ce moment-là, je lève l'alarme, donc un nouvel indicateur créé, alarme active. Bon, maintenant aussi, si la tension de décharge, la tension de la batterie, atteint la tension d'arrêt, donc la tension cible, si vous voulez, qui est configurée, plus bas ou égal, à ce moment-là, on arrête le cycle de service, on le met à 0, et on arrête le cycle de décharge, on le met à faux. Donc, ça stoppe la décharge et on a fini notre test à ce moment-là. Alors, quelle est la condition d'arrêt? C'est lorsque la tension diminue sur la batterie au point où elle atteint la tension d'arrêt. C'est ça ici qu'on vérifie.
Alors, la troisième condition, c'est une condition anormale. Si la tension sur la batterie est plus faible que la tension sur le MOSFET, ça voudrait donc dire que la batterie est connectée à l'inverse. Et j'y mets une petite quantité ici, juste au cas où je soustrais pour être certain que ça en prend plus que juste une ou deux valeurs. J'ai mis une hystérésis de 10, si vous voulez. Si c'est le cas, on lève l'alarme, on éteint le cycle de service et on termine le cycle de décharge tout de suite. Alors, ça, c'est la partie de traitement des tensions avec action en conséquence. Maintenant, voici la partie traitement commande. Le PIC reçoit des commandes du PC et doit faire des actions. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut les prendre, les commandes, une à la suite de l'autre. Alors, évidemment, si on a reçu l'indicateur qu'il y a une commande reçue qui est prête, si c'est vrai, on rentre dans cette section. Si ce n'est pas vrai, on ne rentre pas du tout, on ne fait absolument rien. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met évidemment la commande à faux, parce qu'après avoir traité la commande, on sera prêt pour une autre. Bon, on extrait la valeur numérique de 4 chiffres. Je vous avais expliqué qu'il faut l'extraire, cette valeur. Et pour les commandes qui nécessitent cette valeur numérique de 4 chiffres, on va l'avoir sauvegardée dans chaîne temporaire et par la suite, on copie ça dans une valeur numérique parce qu'on fait une conversion de ASCII à integer dans paranum, le paramètre numérique. Alors plus loin, on va se servir de paramètre numérique. Alors, la première commande, c'est la commande pour changer le courant. Si le premier caractère de la commande reçue, c'est C majuscule, assigne le paramètre numérique à la variable IBAT cible, donc notre courant cible. Même chose pour l'arrêt automatique, la tension d'arrêt. Prend le paramètre numérique et copie-le dans VBAT arrêt. Pour partir le cycle de décharge, c'est G majuscule, part le cycle de décharge, donc met l'indicateur actif, met la valeur initiale dans le cycle de service et efface toute alarme. Ici, on arrête le cycle de décharge avec la lettre S majuscule, donc décharge active fausse, cycle de service 0. Pour ce qui est de l'état du système, la lettre E majuscule, lorsque c'est reçu, là, à ce moment-là, on envoie différentes variables séparées par des virgules, l'une à la suite des autres. On bâtit ça dans la mémoire tampon de transmission, qui est une série de cases, 25 en fait. Et lorsqu'on a tout copié nos variables séparées d'une virgule, on utilise la commande put string usart de la grande mémoire tampon et tout ça va s'envoyer un caractère à la fois. Et ça reste ici tant que tous les caractères n'ont pas été envoyés. Notez donc que la mise à jour du cycle de service ne se fait pas tout le temps que la commande est envoyée. Mais on travaille quand même à 2400 bits par seconde, donc on parle de quelques millisecondes, 10, 15, 20, 25, il faudra faire le calcul, mais ce n'est pas grave puisque jamais le courant va dévier de sa cible aussi rapidement que ça. Donc, ici, on traite l'émission des caractères tout en attendant. Pour la réception, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a rien qui nous dit que l'usager va envoyer la commande d'un seul coup très rapidement. Donc, il est possible que les caractères soient tapés les uns à la suite des autres de façon manuelle, et à ce moment-là, on va geler la boucle de mise à jour. Tandis que pour l'émission, à partir du PIC vers le PC, on a le contrôle, et on le fait, cette émission-là de caractères, on la fait très rapidement. Alors ça, c'est le code source. C'est plus compliqué, mais ce n'est pas trop compliqué dans un sens où, maintenant, on doit gérer avec une interruption. Regardons l'espace mémoire utilisé. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais maintenant, je le fais. On a ici l'espace du programme. On est à 64% de la mémoire utilisée. Donc, on a encore 36% d'espace mémoire pour écrire du code, rajouter, si on veut, des caractéristiques additionnelles à notre code. Au niveau de la mémoire RAM, on utilise 45% de la mémoire RAM. Donc, on a encore pas mal d'espace disponible en mémoire. Alors voilà, ça c'est le code source. Passons maintenant à l'exécution de tout ça. Alors, pour le montage du circuit électrique, j'ai fait quelques améliorations.
La plus grosse est évidemment le transfert de la résistance et du MOSFET sur un dissipateur de chaleur plus costaud. Il s'agit d'un dissipateur de microprocesseur d'ordi avec ventilateur intégré. Donc, il n'est pas plus gros en surface, mais il est plus gros en profondeur et il a le ventilateur. Et je peux vous dire, j'ai fait des essais à 3 ampères, 18 volts, ça vient à peine tiède. C'est toute une différence d'avoir mis le ventilateur. Alors là, je suis en affaire avec ça. J'ai connecté le port série à USB, le convertisseur. Donc, je prends la broche de réception et d'émission ici, du PIC. Je l'envoie directement sur le câble. Série à USB. Il s'agit d'un câble avec un convertisseur intégré dans la prise, comme ceci. D'accord? Qu'on branche directement sur le PC. Et dans l'ordi, on va le voir tantôt, le port série se présente dans Linux sous la forme de TTY USB 0, 1, 2 ou 3, dépendamment de combien on en a. Ou dans Windows, ça se présenterait sous forme de COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, et ainsi de suite, à condition que le pilote soit bien installé, bien sûr. Alors ça, c'est le câble. Ensuite, j'ai augmenté la filtration sur les 2 fils ici qui viennent aux bornes de la résistance pour mesurer les tensions, tension de batterie, tension MOSFET. J'ai augmenté les 2 condensateurs ici à 1 microfarad. Figurez-vous qu'il y avait une oscillation qui se passait ici avec l'ensemble. Et pour tuer l'oscillation, 100 nanofarads n'était pas suffisant. Dès que j'ai mis des 1 microfarad, tout est devenu tranquille. Donc, j'ai réglé un problème ici que j'avais, l'instabilité. C'est pas surprenant car avec les MOSFET, il y a souvent des risques d'oscillation étant donné que la porte est à impédance très élevée. Et il y a quand même un certain gain. Mais en mettant ces 2 condensateurs, on a réglé le problème. Quoi d'autre? J'ai fait un peu de ménage dans les câbles. Je les ai amenés ici à droite, complètement à droite, pour interfacer avec le monde extérieur, pour que ça soit plus propre. Sinon, c'est le même circuit qu'on avait avant. Alors, mettons-le à l'essai, ce circuit. Alors, pour cet essai, je vais cette fois-ci vous montrer le bloc d'alimentation directement qui sert de batterie, si vous voulez, pour nos essais. Je l'ai mis à 12 volts et le courant est indiqué ici. C'est là-dessus qu'on va se concentrer pour l'essai d'aujourd'hui. Alors, ceci est branché, le bloc d'alimentation est branché directement sur la résistance et le MOSFET. Alors, aussi, je vous montre le terminal, donc le logiciel de communication. Dans ce cas-ci, c'est QtCom sur Linux que j'utilise. Alors, le nom du device sur le PC, c'est dans le directory device, donc dans le dossier device, TTY USB 0. C'est le nom du device qui est utilisé, donc du fichier objet qui est utilisé pour parler directement au port série sur le PIC. On travaille à 2400 baud, 8 bits, 1 stop bit. Alors, tout est allumé présentement. Si j'envoie la commande E avec n'importe quoi comme chiffre, vous vous rappelez qu'on peut fournir n'importe quoi et ça donne le même résultat dans les commandes où il n'y a pas de besoin de paramètres numériques. Alors, si j'envoie E, le PIC me retourne le fameux E minuscule, ainsi que les paramètres que j'ai décrits plus tôt, terminés par ASCII 00. Donc, c'est illustré ici par barre oblique 0x00. C'est la façon que QtCom, le logiciel ici, met le code ASCII lorsque ce n'est pas un caractère qui s'affiche. Donc, la chaîne est complète ici. Alors maintenant, ce qu'on fait pour démarrer, on va d'abord configurer le courant. Donc, courant est 102, le courant 0102, 102, c'est 1 ampère. On verra tantôt sur le bloc d'alimentation, vous allez voir, ça va monter à 1 ampère lorsqu'on va l'allumer. On va aussi configurer la valeur de tension minimale qu'on aimerait pour que le bloc d'alimentation coupe. Alors, je vais mettre 300 qui correspond à environ 6 volts. Alors, je viens d'envoyer la commande A0300. Et là, on est prêt à partir. On a configuré le courant qu'on veut pour décharger et la tension d'arrêt, si vous voulez, automatique. Alors, on part en faisant Go, donc G00000.
Alors, j'envoie ça. Regardez le bloc d'alimentation. C'est parti. On a atteint le 1 ampère, comme prévu, ou tout près. Et notre décharge est débutée. Alors, si je change le courant, parce que je peux le faire en cours de route, je pourrais envoyer le courant à 3 ampères. En cliquant ici, c'est 0,306, donc c'est 3 fois 102, et ça va nous amener à 3 ampères. Et voilà, j'ai cliqué, et voilà, on est à 3 ampères sur le bloc d'alimentation. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On peut changer le courant durant la mesure, quelque chose qu'on ne ferait pas cependant lorsqu'on va faire des vraies mesures avec courbe et ainsi de suite. Mais c'est pour vous dire que le pic s'ajuste tout simplement à la nouvelle valeur. Alors, pour les fins de l'essai, je vais le remettre à 1 ampère. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va essayer la tension d'arrêt automatique. Alors, je vais descendre la tension. De mémoire, la valeur de 300 qu'on a rentrée nous amenait à environ 6,1 volts. Alors, je vais mettre à 6,5 et le courant devrait toujours être là. En effet, on a toujours un courant d'1 ampère, donc qui était ajusté par le microcontrôleur. Si je fais V7 6.3, fonctionne toujours. 6.2 volts, fonctionne toujours à 1 ampère. 6.1, fonctionne toujours. 6, plow, il s'est éteint. Parce qu'on l'avait réglé, 300, ça correspondait à environ 6. Voilà, alors c'est comme si la batterie s'était déchargée, tout simplement, et que, rendu à 6 volts, le test s'est interrompu de façon normale. Alors ça démontre le fonctionnement de la coupure automatique à la fin du test. Alors ça, c'est le fonctionnement général du système. Évidemment, par terminal, c'est pas très beau, pas très exotique, mais avec notre logiciel créé en Python sur le PC, on aura quelque chose de pas mal plus beau et plus facile à contrôler. Il est probable qu'on ait à fignoler le code source pour détecter et agir sur des conditions imprévues ou pour ajouter des fonctionnalités. Mais pour le moment, on a un système qui fonctionne suffisamment bien. On peut maintenant passer au développement du logiciel d'ordinateur dédié au contrôle de notre charge fictive. Ce sera donc le sujet de ma vidéo suivante. À la prochaine!